stratégie mondiale pour éliminer l'hépatite d'ici 2030, c'est ce qu'a approuvé la 69e Assemblée mondiale de la santé devant l'ampleur de l'épidémie. Un problème de santé publique mondiale. La prise de conscience devait être, selon plusieurs, aussi importante que pour le VIH. Quelle est l'histoire de cette maladie et quel est son développement? C'est à suivre dans ce numéro de Check-up. Son rôle principal est de filtrer le sang. Il fait le mélange dans les globules rouges et élimine les déchets. La plus volumineuse des glandes annexes du tube digestif, avec sa large palette des taches, est un organe fragile. Le foie est l'un des organes le plus importants du corps humain, situé dans la partie droite de l'abdomen. Élément moteur de la vie humaine, cet organe du corps humain est parfois ou souvent victime d'une hépatite, comprise comme une inflammation aiguë ou chronique. Si dans certains cas, l'inflammation est à l'origine virale, à l'instar du VIH, de la maladie à virus Ebola ou encore de l'herpès qui infecte le foie, l'hépatite peut aussi être causée par un excès de consommation d'alcool, une infection bactérienne ou encore un parasite. L'hépatite virale touche 400 millions de personnes dans le monde, mais 95% des personnes ayant une hépatite ignorent leur infection. L'hépatite grave peut mener à la destruction du foie, et sauf transplantation hépatite à la mort. Des milliers de personnes en sont victimes et plusieurs d'entre elles meurent de cirrhose de foie. Cette maladie virale, puisque causée par des virus, se soigne surtout si elle est dépistée à temps. Actuellement, il existe des traitements qui permettent uniquement de contrôler la multiplication des virus dans le foie. Mais il n'est pas possible d'éradiquer complètement et définitivement les virus. La prévention consiste donc à minimiser la transmission entre les personnes et entre la mère et l'enfant. Le risque de dissémination est donc majeur en l'absence de politiques plus volontaristes. Il s'agit donc d'un enjeu presque aussi important que l'épidémie du VIH. Même si la République démocratique du Congo ne dispose pas de chiffres sur cette maladie, sa population n'est pas épargnée. Des milliers de Congolais sont aussi victimes de cette maladie, ce qui appelle à une implication efficiente pour pallier la maladie. Les hépatites sont des inflammations du foie qui peuvent être inaperçues, mais aussi être à la base de graves complications. Le docteur Pascal Chamala est sur ce plateau et il va répondre à toutes ces questions. Bienvenue dans Check-up, docteur. On va commencer par une petite anatomie. Dites-nous un peu, c'est quoi cet organe, c'est quoi le foie qui est souvent attaqué par cette maladie qu'on appelle l'hépatite? Le foie, c'est un organe parmi les plus gros de notre corps. Il réside au niveau de ce que nous appelons en jargon médical hypocondre droit, et c'est à droite, et il sert entre autres à désintoxiquer, désempoisonner le sang. Mais quand est-ce que le foie du corps humain est attaqué? Il est attaqué lorsque il y a certains facteurs. Il y a des facteurs infectieux qui sont les virus. Il y a des facteurs toxiques qui sont les médicaments ou l'alcool. Et ce sont les plus importants facteurs que nous retrouvons. Puisque nous parlons de l'hépatite, docteur Chamala, dites-nous, est-ce que toute infection, toute inflammation aiguë ou chronique qui touche notre foie est l'hépatite? Oui, en fait, quand on dit que vous faites une hépatite, c'est une inflammation. Une gastrite, c'est une inflammation. Une otite, c'est une inflammation. Et donc, tous les termes médicaux qui se terminent par ite désignent une inflammation. Cette inflammation peut être aiguë ou chronique. Et donc, quand on parle d'hépatite aiguë, c'est que la maladie est dans sa phase d'activité qui est beaucoup plus grave et finalement, elle va passer à la chronicité et les signes du début sont amoindris. Mais quels sont les signes les plus graves ou quels sont les types d'hépatites les plus graves qu'il y a chez nous ici en République démocratique du Congo? Mais en général, c'est les hépatites infectieuses. Les hépatites infectieuses sont surtout dues à des virus A, B, C, D et E. Mais les virus les plus importants sont les virus B et C.
Enfin, plus important, j'exagère, parce que celui qui fait une hépatite aiguë au virus A, il peut en mourir. Mais plus fréquemment, nous avons les virus B et C qui sont au centre de ce dont nous allons parler aujourd'hui, effectivement. Justement, de ce dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler des hépatites B et C. Docteur, on va vraiment entrer dans le vif de notre entretien. Vous pourriez nous expliquer un peu comment cela survient, comment on est contaminé justement de ces hépatites B et C? Eh ben, les hépatites B surtout sont dues à des contacts sexuels, à des sécrétions qui contiennent le sang qui est infecté, contaminé. Ça, c'est l'essentiel. Dans les hépatites C, là, nous avons 65% des cas qui sont connus être dus à des injections avec des seringues contaminées, ça c'est en Europe, et il y a 35% qui sont 5% par des relations sexuelles et 30% on ne sait pas d'où ça vient. Mais comme je vous dis, ce sont des tests ou plutôt des chiffres européens. Nous n'avons pas, nous, une banque de données qui puisse nous dire que voilà, nous avons autant qui sont dus à ceci ou à cela. Par exemple, nous n'avons pas beaucoup de gens qui vont se faire des injections pour s'injecter des drogues. Ça, nous n'avons pas ici, en tout cas pas beaucoup. En Europe, il y en a beaucoup et c'est dans cette population-là qu'on va trouver. Vous avez parlé des chiffres européens. Quelle est la situation alors en République démocratique du Congo en ce qui concerne cette maladie? Eh ben, c'est ça qui consiste à un grand problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres. On a des chiffres comme ça parcellaires, mais je ne peux pas dire que, par exemple, à Kinshasa, nous avons un tel taux de prévalence de hépatites. Et donc, il est très important qu'il est temps que nous puissions mettre en place des stratégies qui nous permettent non seulement de pouvoir détecter la maladie, mais d'en connaître la prévalence au sein de la population et d'en connaître l'impact. Parce que ça a un impact très important. Vous verrez les chiffres de l'OMS, ils sont effrayants. Justement, l'OMS parle de 400 millions de personnes qui sont touchées par l'hépatite virale et plus de 250 millions de personnes qui sont touchées par l'hépatite B, dont vous dites que c'est d'ailleurs parmi le plus dangereux, docteur. Mais seulement peu de gens savent qu'ils souffrent de cette maladie. Qu'est-ce qui justifie cette ignorance? Eh ben, ce qui justifie, c'est que dans la plupart des cas, ces maladies passent inaperçues. Déjà, ce sont des virus, donc invisibles 1000 fois à l'œil nu. Et donc, quand vous êtes attaqué par ces virus, vous allez présenter des symptômes comme une simple grippe. Alors vous dites c'est une grippe, eh ben, ça va passer, ça va passer. Mais voilà que le virus est maintenant en vous. Il s'installe et le virus, c'est par exemple ce qu'on appelle l'antivirus. Il vous prend depuis que vous êtes enfant et vous accompagne jusque vers les âges de 40, 50 ans. Alors c'est au moment où vous commencez à jouir un peu de la vie que, paf, on découvre que vous faites déjà des complications. Et alors, il est parfois, en tout cas il y a 3 ans, c'était difficile de rattraper les choses. Actuellement, nous avons quand même des médicaments, on va sans doute en parler. On va en parler justement, docteur. J'aimerais revenir sur les symptômes. Vous aviez parlé de la grippe. Certaines personnes pensent qu'ils font juste la grippe, ils sont en train de maigrir, ils font de la fièvre. Est-ce qu'on peut connaître les autres signes et symptômes qui accompagnent justement cette maladie? Eh bien, les séquences sont les suivantes. Vous allez faire une température en plateau pendant plusieurs jours. Et puis, à un certain moment, la température cède, vous devenez jaune. Les yeux deviennent jaunes. À ce moment-là, vous allez remarquer, ou bien l'entourage va remarquer que vous êtes jaune. Et enfin, cet ictère qu'on appelle ictère, cette jaunisse, comme on dit dans la population, va durer quelques 2-3 semaines. Et enfin, il y a en même temps s'installe une fatigue très très importante. Très très importante. L'ictère disparaît, mais la fatigue reste le plus longtemps possible.
Et donc ça, ce sont les séquences des hépatites en général. Et donc, quand vous avez une fatigue inexpliquée et que vous avez eu ça après une période de température, il est bien d'aller vérifier au laboratoire, ou plutôt d'abord chez le médecin, qui peut vous dire, voilà, vous êtes ceci, vous êtes cela. Qui pose un diagnostic clair. Docteur, vous aviez parlé de symptômes. Est-ce qu'on doit dire que ça soit pour l'hépatite B et C ou même pour l'hépatite virale, ça se manifeste de la même manière? En fait, toutes sont des hépatites virales. Hein? Quand on dit B ou C, c'est les virus qu'on a nommés B et les virus qu'on a nommés C. Et donc, toutes sont des hépatites infectieuses qui sont causées par des virus. Alors, les symptômes sont-ils les mêmes? À peu près. Sauf que le virus de l'hépatite C, il peut passer inaperçu sans qu'il démontre les symptômes. Et c'est ça qui est dangereux parce qu'il s'introduit en vous, il y reste, il vit dans vous et entre-temps, il commet des dégâts parfois irréversibles. Est-ce qu'il y a-t-il un lien direct entre le VIH-Sida et l'hépatite? Non, il n'y a pas de lien dans ce sens que ce sont des virus différents, mais il y a souvent quand même ce qu'on appelle une comorbidité. Le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite B peut cohabiter dans l'organisme avec le virus du sida. Parce que dans 50-60% des cas, ce sont les mêmes voies de transmission qui sont utilisées par le virus pour aller parasiter l'homme. Docteur, tout à l'heure, vous aviez parlé de la prise en charge. Il y a 3 ans, c'était difficile, vous l'aviez dit, mais maintenant, la République démocratique du Congo a des moyens de sa lutte pour prendre correctement en charge ces malades. Hélas, non. Et là, la richesse qu'il faut pour pouvoir organiser cette prise en charge. Mais il n'a pas encore organisé cette prise en charge, ce qui fait que nous avons sur le terrain, nous avons des moyens de poser le diagnostic. Ça, c'est vrai. On sait aujourd'hui vous dire que vous êtes en quelques minutes. Hein, voilà. D'ailleurs, vous souffrez de l'hépatite, voilà, de tel B type. ou C. On sait on veut dire que vous êtes parasité par le virus B ou C. On sait le faire. On sait confirmer le diagnostic. Hein, parce que le premier test, ce sont ce qu'on appelle des tests de diagnostic rapide, les TDR. Lorsque TDR est positif, on va vous faire des tests de confirmation. Alors, après les tests de confirmation, pour ce qui est des virus de l'hépatite C par exemple, on va faire ce qu'on appelle la charge virale. Combien de virus vous avez dans votre corps? Et parce que vous avez un tel nombre de virus dans votre corps, on peut, actuellement, il y a 3 ans, on n'avait pas ça, actuellement, on a des médicaments qui sont de plus en plus sur le marché congolais, qui permettent à pouvoir être soignés, à être traités d'une façon très, très efficace, à peut-être 90-95%, vous êtes guéri, pourvu qu'on vous prenne à temps. C'est ça. Justement, vous prendre à temps, ça permet que vous puissiez vite guérir. Mais parlons de la vaccination, docteur. Oui. Est-ce que dans ce genre de situation, la vaccination intervient? Heureusement. Actuellement, nous avons le vaccin contre le virus de l'hépatite B. Et ce vaccin est devenu obligatoire chez les enfants. Hein, il est dans le calendrier vaccinal des enfants. Et donc, d'une façon systématique, les enfants sont vaccinés contre le virus de l'hépatite B. Pour les adultes, le vaccin existe sur le marché, mais il n'est pas donné d'une façon systématique aux uns aux autres. On le donne, par exemple, à un couple dont une des personnes est positive. Cette personne-là, elle n'a plus besoin de vaccin, mais la personne qui est négative doit être protégée avec ce vaccin pour éviter que la cohabitation l'amène à être aussi parasité. Docteur, j'aimerais que vous puissiez encore préciser davantage justement sur ce point-là, oui. Le point des couples. Oui. Vous aviez dit comment est-ce qu'on peut être contaminé de cette maladie. Oui. Mais dites-nous un peu, docteur, comment l'on transmet l'hépatite, par exemple, dans un couple? Comment ça Dans un couple, les relations sexuelles sont l'occasion de frottements, par exemple, et il y a des plaies.
les virus sont vraiment très minimes. Ils vont passer à travers ces lésions d'irritation pour entrer dans l'organisme de l'un et de l'autre. Oui, c'est ça. Docteur, on va parler le cas d'une femme enceinte. Oui. Elle est déjà enceinte, Oui. la grossesse suit son cours normal. Oui. Et on diagnostique qu'elle est également malade, elle souffre de l'hépatite. Comment ça se fait dans ce genre de situation? Est-ce qu'on peut sauver l'enfant qu'elle porte dans son ventre? Effectivement. Une femme bien portante, par exemple, qui a une grossesse normale, elle a un placenta qui n'est pas blessé, qui n'est pas lésé, c'est un filtre très important qui ne laisse pas passer les virus. L'enfant va attraper le virus à la naissance. Même pour le virus de HIV, c'est à la naissance. Au moment de la délivrance, il y a malheureusement des contacts entre le sang de l'enfant et le sang de la mère qui, bien sûr, existait, mais il était protégé, l'enfant était protégé par le placenta. Mais ici, le sang de la mère contaminée va entrer en contact directement avec l'enfant, ou bien une infirmière, l'enfant va naître avec le virus. Mais sinon, autrement, le virus ne passe pas. Docteur, vous aviez dit que la prise en charge aujourd'hui se fait correctement et même dans le calendrier vaccinal, c'est prévu un vaccin contre l'hépatite. Mais est-ce que les enfants, les adultes font de la même façon l'hépatite? Quelle tranche d'âge est plus touchée par cette maladie? Ici, chez nous, c'est lié aussi aux conditions de l'environnement, hein, aux conditions d'hygiène. Quand vous regardez les conditions d'hygiène que nous avons, c'est parce qu'il y a certains virus, par exemple le A, qui va se faire attraper par les aliments. Les virus B, c'est surtout par le sang. Et quand vous voyez les nombres de transfusions qu'on fait aux enfants dans notre pays, c'est effrayant, c'est simplement effrayant. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ah, absolument, on doit s'inquiéter, parce que c'est un des moyens par lequel le virus passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'enfant attrape une malaria, d'accord? Oui. Elle détruit ses globules rouges. Du coup, elle n'a pas suffisamment de sang, elle ne supporte pas cette anémie, vite il faut la transfuser. C'est vrai, c'est vrai. Dans la majorité des cas, toutes les poches de sang sont testées au niveau de choses, mais c'est ce qui est dit, l'erreur est humaine. Hein. Il peut se passer qu'il y a une tache, enfin une poche qui passe alors qu'il est contaminé. Il y a parfois même les parents qui vont dire ne donnez pas le sang de choses que vous prenez dans votre frigo là, prenez mon sang. Mais il ne connaît pas son statut. Et voilà que on prend son sang, on va transmettre à l'enfant des choses. Et donc, on a de quoi s'inquiéter. Il est temps, franchement, il est temps. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'OMS pour cette année, dépister des millions de cas qui sont ignorants. Et à l'occasion de cette journée du 28, nous allons lancer, je crois que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, va lancer l'engagement de la RDC dans l'éradication des virus, des hépatites d'ici 2030. L'éradication des hépatites d'ici 2030, c'est ça l'objectif même que l'OMS voudrait qu'on puisse atteindre. Est-ce que la République démocratique du Congo a déjà commencé à faire quelque chose pour justement arriver à éradiquer l'hépatite en 2030? Pas tellement. Parce comme que souvent beaucoup on est d'autres. toujours le dernier à faire, on se réveille un peu tardivement. Mais bon, je pense que nous sommes en train de prendre conscience de ça. Et c'est au courant de cette journée du 28, nous allons, comme l'OMS le recommande, pouvoir nous engager à faire en sorte que nous puissions mettre sur pied le programme qui va nous amener jusque à l'élimination des hépatites. Et la République aujourd'hui est capable de le faire et il suffirait que les gens aussi prennent conscience. Parce que c'est vrai que le ministre va dire, le gouvernement va faire, mais les médecins mais les concernés, la personne concernée, c'est ça le problème. Il y a un problème culturel qu'il faut vaincre, il faut donner la bonne information pour que les gens puissent vous aviez parlé de la date du 28 juillet. Oui. Journée mondiale de lutte contre l'hépatite, est-ce que c'est opportun de dédier toute une journée à cette maladie? Oui, c'est important. Il faut que le monde sache que l'hépatite
est une maladie dangereuse, souvent mortelle, silencieuse, et très grave. Et donc, il faut que les gens s'éveillent, il faut que les gens en prennent conscience. Actuellement, il est possible, une fois dépisté, de pouvoir être traité et de guérir. Nous avons des cas, ce n'est pas des choses qu'on dit en l'air. Et donc, il est important qu'on dise, voilà, c'est vrai qu'il y a des journées qu'on consacre au sourire. Hein, bon, journée mondiale du sourire, je pense que c'est pas mal choisi de dire une journée mondiale des hépatites. Justement, docteur, on va suivre ce témoignage et on se retrouve tout juste après pour continuer cette émission. C'était au mois de janvier. Au début, là, j'avais très mal au ventre. C'était comme des douleurs de l'enfantement. Et le 8 janvier, je suis allée à la clinique. Le médecin qui m'a reçu a demandé de faire l'échographie. J'ai fait l'échographie et les résultats ont donné une acide et une cirrhose de foie. Bon, il fallait qu'on puisse contrôler pour voir si réellement c'était ça. Je suis venue chez Astrid, j'ai fait une gastro et ces résultats de gastro, avec ce résultat de gastro, le médecin voulait confirmer réellement si c'était ça. Il m'a envoyé chez HJ, à la première rue. J'ai fait l'examen et les résultats confirmaient que c'était l'hépatite C. Alors, j'avais un ventre ballonné comme une grossesse de 9 mois. Je suis entrée à la clinique le 8 janvier et le 28 janvier, j'avais déjà commencé le produit. Donc le 30 là, c'était le 3e jour. Et le médecin, Dr Chamala, avait demandé à ce que je quitte l'hôpital parce que c'est à lui de me contrôler. Et j'ai quitté l'hôpital le 30 janvier. Oui, en ambulatoire, je venais chaque fois à la consultation. Et à la première dose, j'ai fait mon examen contrôle qui a démontré que le virus était détruit. Quand j'ai commencé à prendre ces médicaments, la première semaine, le ventre a complètement diminué. Et la 2e semaine, je me suis sentie vraiment forte. Après la première dose, j'ai fait un examen contrôle. Et j'amène les résultats, le virus était complètement détruit. Il me dit, en tout cas, ça va mieux. Alors j'ai continué les 2 autres cures et à la fin de la 3e cure, j'ai fait encore un autre examen chez HJ. Et quand je suis arrivée, il était très content. Il me dit, ah madame, vous avez la très grande distinction. Alors c'était au début du mois de juin, je me suis sentie un peu forte là. J'ai commencé par ma présence au service, juste comme je suis leur chef de pavillon. Je devais contrôler un peu le service et je m'asseyais toujours de voir comment nos amis travaillaient. Et après, j'ai commencé à traiter. Bon, ça ne me fatiguait pas. J'y restais de 8h30 à 15h30 et c'était normal. Et jusqu'à aujourd'hui. Depuis l'hôpital, je ne bois plus. Même le lundi, là, c'était mon anniversaire. Il y a des amis qui m'ont dit il faut prendre il y a une bière là sans alcool. Moi je dis non, je n'ai pas encore posé la question à Dr Chamala, donc je ne prends rien. J'ai passé 6 mois de traitement et juste après ça, je me suis sentie vraiment forte. Bon, j'étais plus au repos et j'ai contrôlé mon repas. Beaucoup de lait, beaucoup de poissons, beaucoup de repos et c'était ça. Bon, juste au début, juste une semaine après, il y a une de nos infirmières qui me dira « Ah, mais il faut chercher parmi les enfants avec qui vous vous entendez bien pour lui dire ce que vous pensez. Peut-être d'ici là, bon, la mort peut intervenir, mais j'étais calme. » Je lui ai dit « Je vais témoigner, c'est Jésus-là. » J'étais vraiment calme et depuis que j'ai commencé à prendre mon produit, tellement que ça a évolué de temps en temps, j'étais vraiment souriante. Voilà. Beaucoup de gens m'ont dit de partir en Inde pour des soins appropriés. Et je leur ai répondu, l'Inde aussi c'est ici. Je suis en Inde du Congo, chez Dr Chamala. Et je suis fière de l'avoir comme médecin.
Docteur, est-ce que vous pensez que la population est suffisamment informée, sensibilisée sur cette maladie? Je ne pense pas. Il est plus informé sur Pat Magoul ou je ne sais pas quoi que sur l'hépatite. Mais qu'est-ce que vous faites justement pour sensibiliser la population? Mais voilà, je suis venu pour écouter et je vais passer là où je peux avoir le plus d'audience possible, notamment dans les églises, dans les écoles, etc. Pas moi tout seul, hein. Nous avons toute une organisation qui va passer dans les écoles pour pouvoir informer les gens que nous comptons sur leur sens de la vie, parce que c'est protéger la vie. Si vous négligez ces genres de campagnes, c'est que vous êtes contre la vie. Or, la vie ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. Et donc, lorsque vous êtes au courant qu'il y a des campagnes de dépistage qui se font, adhérez à ces campagnes. Parce que ça ne vous coûte pas quelque chose. Au contraire, ça va vous permettre de connaître votre statut immunologique, plutôt sérologique, et parce qu'il est positif, vous allez pouvoir entrer sur la voie du traitement. Docteur, puisque le 28 juillet approche, le go du ministre sera certainement donné pour appeler l'engagement de tous dans la lutte contre cette maladie. Mais est-ce que des dépistages seront également organisés? Qu'est-ce qui sera fait Oui, bon, il y a la journée, en fait, le thème principal de l'OMS, c'est dépister les millions qui sont ignorants, qui ne savent pas. Et donc, on va... En même temps qu'on lance l'engagement de la RDC, en même temps on entre dans le bataille d'information d'abord, parce qu'il faut d'abord informer les gens. Vous n'allez pas aller les dépister sans qu'ils sachent pourquoi ça. Connaissent de quoi il s'agit exactement. Donc il faut d'abord l'information, la communication, et alors on va pouvoir exploiter les résultats de ces deux activités pour commencer maintenant les dépistages sur terrain. Je crois que nous aussi, moi également, j'apporte ma part dans cette lutte, oui. En sensibilisant, en informant, grâce à vous, docteur Chamala. Mais j'aimerais savoir, lorsqu'une personne est déjà malade, oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelles sont les précautions à prendre pendant cette période difficile, je dirais? Voilà, lorsqu'une personne est malade, elle doit d'abord aller chez le médecin. Prenez le temps d'aller chez le médecin. C'est vrai que, bon, les gens disent que ça coûte cher, mais quand vous faites la sommation de coûts de votre téléphone portable, hein, c'est beaucoup plus qu'une consultation. Et donc, allez chez le médecin. Il y a physiquement, si c'est une maladie aiguë, il va pouvoir constater que vous faites un ictère, vous êtes jaune, et que vous avez une histoire de la maladie qui ressemble à celle d'une maladie virale. Il va faire des prélèvements, et dans votre corps, dans votre sang, on va trouver des traces de la maladie. Alors, c'est quoi? C'est les antigènes et les anticorps. Et lorsqu'il trouve les antigènes et les anticorps, il sait dire, quand c'est positif, allons dans telle direction, quand c'est négatif, allons dans telle autre direction. Une fois qu'il a fait ça, suivant les résultats, quand c'est positif, il est possible qu'il vous propose le traitement. Mais ça, c'est le nerf de la guerre, le traitement. L'accessibilité au traitement est vraiment... hors de la portée du Congolais moyen, parce que chez nous ici, ça varie entre 700 et 500 $. Ce qui est vraiment trop élevé pour le moyen. Voilà, ça je suis d'accord. Mais ce n'est pas inaccessible. Si aujourd'hui, nous faisons des enquêtes, nous prouvons que dans le Congo, il y a autant de pourcents des personnes atteintes, nous pouvons nous adresser chez le fabricant de médicaments. À quoi ça vous sert, messieurs, mesdames, d'avoir des médicaments qu'on ne va pas utiliser, alors que si vous baissez vos prix, il est possible de gagner votre argent avec toute la population que nous avons. Docteur, et donc, vous aviez parlé des chiffres, des enquêtes. Là, vous appelez le gouvernement de pouvoir le faire, ou vous pensez que vous-même, les médecins, vous pouvez vous organiser pour pouvoir donner à la République démocratique du Congo des chiffres? Nous sommes des médecins du gouvernement. Et donc, c'est le gouvernement qui donne le go. Et nous sommes là pour appliquer ce que nous avons appris dans les écoles, avec l'école de santé publique, avec les laboratoires comme l'INRB, avec certains laboratoires que nous allons mettre en place à la clinique Astrid. Nous allons pouvoir faire en sorte qu'on fasse des prélèvements qui vont nous permettre de pouvoir détecter le virus dans le sang, pouvoir connaître l'importance, la quantité de virus, et mettre en route, je vous dis, en 3 mois,
le virus de l'hépatite C, vous gagnez. Okay. Et 6 mois après, c'est-à-dire vous prenez un traitement pendant 3 mois, au 3e mois, vous êtes déjà négatif, le médecin attend 6 mois, et au 6e mois, si vous êtes négatif, vous êtes éradiqué. Donc, on doit dire que 3 mois après, la charge virale baisse totalement. Et n'existe plus. Vous ne détectez plus le virus dans le sang. Donc, c'est des médicaments très efficaces. Docteur, quand est-ce qu'on parle de cirrhose de foie, par exemple? C'est vrai que quand on parle de l'hépatite, certaines personnes ont tendance à parler de la cirrhose de foie. Quand est-ce qu'il faudrait parler de cela? Il faut parler de ça chez les personnes qui sont ou qui s'ignorent atteints par le virus B ou C, qui vont pas prendre des médicaments et donc qui vont continuer, par exemple pour l'hépatite B ou l'hépatite toxique avec l'alcool, continuer à laisser le poison travailler sur le foie. Progressivement, le foie, que ce soit pour l'hépatite B, que pour l'hépatite C, que pour l'alcool, va subir l'action du virus et va devenir dur. Alors, à ce moment-là, il devient cirrhotique. Et à ce moment-là, c'est irréversible. Alors, quand ça peut arriver que carrément vous fassiez un cancer. Là aussi, c'est irréversible. Bon, maintenant, nous avons des médicaments que nous pouvons donner en cas de cancer, mais il y a aussi la chirurgie qui peut nous permettre de carrément changer le foie. Mais ça coûte extrêmement cher. Et ce n'est pas encore dans notre panel de soins. Mais justement, c'est ce qui emmène nos compatriotes en Inde, dans d'autres pays ailleurs, pour se faire soigner, parce que justement ici, c'est quasiment impossible. Qu'est-ce que ça coûterait moins cher que de se faire dépister pour ne pas devoir aller en Inde? Vous comprenez? Et donc, franchement, nous devons, chacun de nous, vous comme moi, déjà on le fait, les autres doivent le faire aussi, pouvoir parler du virus de l'hépatite C. C'est une maladie que nous pouvons traiter, mais à condition de dépister à temps. Docteur, à condition de dépister à temps, j'aimerais bien dire que c'est d'ailleurs votre mot de la fin, mais j'aimerais qu'avant que vous puissiez quitter ce plateau, que vous puissiez avoir cette caméra qui est juste devant vous pour donner un conseil vraiment formel à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment. Le conseil est le suivant. La prévention vaut mieux que le traitement curatif. La prévention, c'est quoi? Dans le cas des hépatites B et C, c'est de se faire dépister. Parce que vous allez remarquer que vous n'avez pas de virus. Parce que vous allez remarquer que l'information que vous avez reçue vous permet d'éviter les virus. Mais voilà que vous n'êtes pas sans virus, que vous êtes positif. À ce moment-là, il est aussi possible de vous éviter d'aller vers les complications telles que la cirrhose, telles que les cancers. Et donc, faites-vous dépister, connaissez votre statut et vous pouvez vivre un peu plus longtemps que ce que vous vivriez si jamais vous êtes victime des virus B et C. Merci beaucoup, docteur Pascal Chamala. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue, donc spécialiste en maladies du tube digestif. Merci d'avoir éclairé au fait la lanterne sur ce qui concerne cette maladie qui est aussi dangereuse que le VIH-Sida ainsi que plusieurs autres maladies. Merci de votre disponibilité. Merci, madame. Et la suite de cette émission, mesdames et messieurs, c'est dans votre rubrique 1001 questions santé. Comment choisir ses fruits et légumes pour en tirer à 100% profit? 5 avocats bien rangés sur une table de marchand, c'est tentant. Oui, mais vous ne pouvez juger de leur maturité et de leur vrai goût sur place. Le mieux, c'est d'acheter vos fruits et légumes lorsqu'ils sont présentés en vrac, c'est là en vue de faire un meilleur choix. Faut-il acheter les fruits mûrs ou pas? Selon que vous faites vos courses une ou plusieurs fois par semaine, vous n'allez pas acheter de la même façon. Pour éviter de vous retrouver avec des trucs qu'on voit des pourritures que vous devrez jeter, vous pouvez juste calculer ce qu'il vous faut pour le 2 ou 3 jours à venir en achetant de fruits mûrs. Stockage et conservation de fruits et légumes. Contrairement à une certaine idée reçue, la plupart de fruits continuent à mûrir lorsqu'ils sont exposés à température ambiante. En les stockant au réfrigérateur, vous arrêtez cette évolution et ils perdent ainsi leur saveur. Pour les fruits tels que la papaye et les citrons,
il est conseillé de les garder hors réfrigérateur après la cueillette. Et pour les légumes, il faut éviter de les garder au frais plus de 3 jours. Couleur ou odeur. La belle couleur d'un fruit n'est pas forcément signe de qualité. C'est plutôt selon la variété. En revanche, un bon fruit doit dégager une bonne odeur. Si vous n'arrivez à rien sentir, c'est qu'il n'est pas mûr ou de bonne qualité. Pour ce faire, vous devez avoir l'habitude de renifler avant d'acheter vos produits. Boîte de conserve et produits naturels. Enfin, pour terminer, il faut retenir que l'idéal pour mieux bénéficier des vertus de fruits, il faut avoir l'habitude de les consommer naturels et frais. N'y recourir aux boîtes de conserve que si nécessaire. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.